généralement pour effet de révéler des tendances de fond et de les accentuer, de les accélérer. Oui. Voilà. Bon. Et de ce point de vue, vous avez la crise sanitaire, pour commencer, suivie de la crise économique, suivie d'une crise sociale et d'une expression politique particulière qui était liée, en l'occurrence, aux élections municipales. Donc cette crise, en particulier le confinement, a révélé des faiblesses sous-jacentes, si vous voulez, de notre mode d'aménagement de l'espace. Voilà. Mode d'aménagement de l'espace caractérisé depuis plusieurs décennies par la métropolisation de la société française. Elle est même liée à la tertiarisation de l'économie. Hein, je rappelle que dans une économie agricole et surtout industrielle qui était celle de la première moitié du XXe siècle, quels étaient les lieux de structuration de cette économie? C'était les villes moyennes et les périphéries urbaines, où les industries étaient implantées. La tertiarisation de l'économie a eu pour effet d'accélérer la métropolisation, c'est-à-dire la concentration sur un certain nombre limité de grandes métropoles de la population active. Voilà. C'est un peu le contraire de ce qu'on avait imaginé. D'ailleurs, la tertiarisation s'est traduite par la nécessité d'avoir de la proximité physique dans des relations tertiaires, c'est-à-dire dans des prestations de services. Alors, tout ça s'est fait au fil du temps, mais de manière assez largement désordonnée, et selon un modèle peu différent finalement de celui des villes, je veux dire, traditionnelles du XVIIIe siècle, voire même des premières agglomérations. Bon. Ça signifie quoi? Tout ça s'est organisé sur le modèle centre-périphérie, c'est-à-dire une ville-centre autour des couronnes périphériques qui se sont structurées. Je pense que la taille des métropoles et puis les aspirations de la population ont conduit à ce qu'on atteigne la limite de ce modèle-là. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui ne donne pas beaucoup de sens finalement à l'organisation spatiale et surtout qui dégrade considérablement les conditions de vie, par entassement de population et par structuration désordonnée de l'espace. Et s'est greffé là-dessus une vision héritée du premier tiers du XXe siècle, qui était la spécialisation fonctionnelle de l'espace. Voilà. Le cas typique, si vous voulez, de la spécialisation fonctionnelle de l'espace, c'est les hypermarchés, la grande distribution. On a constitué des grandes plateformes commerciales de distribution monofonctionnelles. Eh bien, l'humanisme, ça conduit à dire ce qu'il faut prendre en considération, c'est la totalité des dimensions de la personne. On ne va pas découper chaque individu en rondelles, en tranches. Et pour ça, on va prendre en considération la totalité des aspirations. Ce qui veut dire, par exemple, mais il y a d'autres sujets autour de cette question-là, que le modèle des hypermarchés, qui sont par définition la plateforme de distribution commerciale de biens, de consommation courante, c'est un modèle qui est périmé. Parce qu'en réalité, une approche humaniste de cette question consiste à dire il faut mettre de la culture, il faut mettre du loisir, il faut mettre de la proximité. C'est-à-dire reconstruire des quartiers de villes autour de ces plateformes qui ont perdu leur raison d'être et leur fonctionnalité telles qu'elles étaient conçues initialement. Quand vous étendez cette réflexion au niveau de l'ensemble d'une métropole, vous arrivez de la même manière à la conclusion selon laquelle le modèle monocentrique de la métropole est fini. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est penser la métropole polycentrique. Ce qui est une manière de réorganiser l'espace et ce qui est une manière de redonner du sens au tissu urbain et périurbain. Rien aujourd'hui n'est plus dépourvu de sens que le tissu périurbain. On ne sait pas exactement quand on rentre, on ne sait pas comment on en sort, on ne sait pas par où on en sort, et on ne sait pas quelle est la signification spatiale de tout ça. Et donc, quand on regarde l'impact politique des événements qui se sont succédés depuis le début de l'année, en particulier du confinement, vous retrouvez bien cette dimension-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les villes-centres des métropoles, généralement, ont basculé pratiquement toutes dans le sens, justement, on va dire, d'un certain malthusianisme du développement urbain. On réduit la construction, on dégage des espaces verts, etc., etc.
ça conduit mécaniquement à l'évolution d'un modèle polycentrique de la métropole, c'est-à-dire l'émergence de centres secondaires qui seront des lieux de réorganisation de l'espace, sous réserve bien sûr que tout ce qui est mobilité collective suive le mouvement, si j'ose dire. Donc, vous voyez bien que dans cette affaire d'humanisme, il y a des conséquences extrêmement pratiques, y compris d'ailleurs dans nos propres métiers de bailleurs, si on peut encore appeler ça un métier de bailleur, parce que par exemple, lorsque nous concevons nos résidences, qui sont des lieux de vie, ça n'est pas que des lieux de vie aujourd'hui. On parlera de l'évolution du travail, qui est une question fondamentale. Ça veut dire aussi qu'on doit les concevoir pour faire en sorte que ce soit potentiellement, là aussi, des espèces de plateformes à partir desquelles travailler. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que si vous restez chez vous pour exercer votre métier 2 jours par semaine, vous ne soyez pas obligé de l'exercer dans votre cuisine. Voilà. En même temps, il y a peu de chances que tout le monde puisse s'offrir un bureau dédié à cette activité. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire du coworking, mettre des tiers lieux à partir desquels on peut exercer une activité professionnelle, tout en la dissociant du lieu de vie, qui est le lieu de la famille. Voilà. Donc, vous voyez, il y a derrière toute cette affaire-là une prise en compte de la dimension globale de la personne, à la fois dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, et on dira plus tard dans sa vie sociale, de telle manière que finalement l'espace urbain que nous organisons il soit mieux adapté à répondre à la complexité de ces dimensions plutôt qu'être adapté à une fonction unique qui est l'existence familiale, qui est ailleurs l'exercice d'une activité professionnelle dont on voit que dans le système métropolitain, par exemple, elle a atteint ses limites aujourd'hui. Ça nous renvoie à beaucoup d'autres questions fondamentales qui sont les conséquences de la crise. En tout cas, que la crise révèle. La première, c'est une question qui est déjà émergente depuis pas mal de temps, mais qui n'a jamais été explicitée très clairement, c'est au fond quelle est la fonction de l'entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise? À quoi ça sert? Bon. La réponse classique, c'est que c'est le lieu de combinaison des facteurs de production. Et la combinaison des facteurs de production, capital, travail, technique, technologie, conduit à réaliser des produits, et ces produits dégagent une valeur ajoutée. Voilà, c'est l'approche économique de l'entreprise. Le problème auquel on se trouve confronté, si vous voulez, c'est que d'une part aujourd'hui, on voit bien que l'entreprise est susceptible de prendre des formes différentes, notamment avec cette expérience un peu traumatisante du travail à distance, du télétravail. Bon. Et à ce moment-là, on en vient à la conclusion qui consiste à dire l'entreprise n'est plus forcément ce lieu de production, je dirais presque que c'est un lieu délocalisé, c'est-à-dire en fait un concept qui est en pleine contradiction avec lui-même. Et en réalité, ça n'est évidemment pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est que l'entreprise est certainement un lieu de création de richesse, un outil de création de richesse, passons là-dessus, mais c'est aussi un outil de socialisation qui est absolument central. Au moment où se multiplient les procédures de distanciation sociale, c'est-à-dire de prise de distance entre les individus, il est essentiel de préserver des lieux et des procédures, des structures de socialisation. Parce que sinon, c'est le lien social qui se défait. Et qu'est-ce qui reste? Il reste des atomes élémentaires réduits à la famille élémentaire, et encore, et encore. Et donc, finalement, on voit bien que l'entreprise a pris la succession d'un certain nombre d'institutions. On pourrait parler de l'Église, on pourrait parler de l'armée, on pourrait parler des grandes institutions finalement de la République et même de la nation, pour offrir précisément cette opportunité de socialisation qui est tout à fait essentielle. C'est la raison pour laquelle on va manifestement vers le développement du travail à distance, du télétravail, mais ça ne peut pas tout résumer. Parce que ce qui est essentiel, c'est aussi de maintenir un lieu où les gens se rencontrent, se croisent, échangent,
procèdent à ce qu'il est convenu d'appeler de la fertilisation croisée, peuvent faire émerger des projets et se retrouvent, s'associent dans des projets, dans des démarches partagées. Voilà. Donc l'expérience que nous avons vécue, ça conduit nécessairement à poser cette question et à y répondre, ou apporter des éléments de réponse sur la nature profonde de l'entreprise, de la société, qui n'est pas uniquement un objet économique, c'est aussi un objet social. Et vous voyez bien qu'on retrouve cette dimension d'humanisme intégral, où on prend en considération les multiples fonctions de la personne, qui ne sont pas uniquement des fonctions de production, qui sont aussi des fonctions d'échange et de socialisation. Bon. Et puis à la fin, se pose la question au moment même où on voit bien que nous allons perdre des centaines de milliers d'emplois dans l'économie tertiarisée, ce qui est un grand changement. On a beaucoup parlé de la désindustrialisation. Si vous avez aimé la désindustrialisation, vous allez adorer la détertiarisation. Voilà. Qui, dans certains champs d'activité, je pense à la banque, à l'assurance, etc., est quand même assez largement engagée. Notamment parce qu'on a découvert que la meilleure manière de faire de la productivité, c'est de faire travailler le client. Voilà. C'est bien ce qui se passe quand vous avez un compte en banque, où vous faites vous-même vos propres virements, etc. Donc, on va vers des destructions d'emplois massives, et en même temps, on a bien vu émerger quelque chose qui n'est pas encore le revenu universel. Mais enfin, quand on met en place des systèmes d'indemnisation du chômage partiel qui durent pendant des mois et des mois, voire plus, on voit bien qu'on a là un mouvement qui ne peut qu'interroger tous les observateurs. Et en réalité, ça conduit naturellement à la question de l'utilité du travail. Quelle est encore la signification du travail? Si on disjoint pendant de longues périodes le travail du revenu. Et en réalité, on voit bien que le travail, c'est beaucoup plus qu'une source de revenus. C'est fondateur de l'ordre social. Pourquoi? Parce que je rappelle par exemple ce qu'est le fondement philosophique de la propriété privée, qui remonte finalement à l'approche, à la description, à l'analyse que John Locke a fait de ce sujet, consistant à dire un individu, une personne, réalise un travail donné. À travers le travail qu'elle réalise, elle crée de la valeur parce que les objets sur lesquels elle travaille prennent plus de valeur une fois qu'elle a introduit son labeur personnel. Alors de deux choses l'une. Ou bien elle n'a aucun droit de propriété sur le fruit de son travail, et dans ce cas, par définition, elle est réduite à un statut servile, c'est un esclave, ni plus ni moins, ou bien on considère qu'elle est propriétaire du fruit de son travail parce que le travail, c'est l'émanation de sa personne, et elle est propriétaire de sa personne elle-même, elle n'est pas esclave. Et donc, il y a un lien très fort entre, d'une part, la liberté et d'autre part, la propriété individuelle à travers la notion de travail. Sauf que, si vous considérez que le travail n'est plus le moyen de créer de la valeur et de se procurer des revenus, puisqu'on peut avoir des revenus de redistribution par ailleurs systématisés, à grande échelle et pratiquement pour la vie, on voit bien que le fondement même de la propriété privée disparaît, puisque vous ne pouvez pas fonder la propriété privée uniquement sur un processus de transmission et d'héritage. Moralement, c'est insoutenable. Pour que ça soit soutenable moralement, il faut bien qu'il y ait adjonction de valeur du fait de l'individu, de la personne. Et donc, vous voyez bien qu'à travers cette crise, finalement, si on dit les choses simplement, c'est potentiellement tous les fondements de l'ordre social, de l'ordre économique et de l'ordre social, qui sont susceptibles de se trouver compromis si on n'apporte pas des réponses pertinentes à ces questions-là, qui ne sont pas formulées clairement, mais qui sont sous-jacentes. Bon. Alors, ça soulève effectivement deux questions. La première, c'est est-ce qu'on peut mettre à profit cette contrainte, cette crise sanitaire, économique, sociale, peut-être politique, finalement, pour en faire une opportunité? Ça n'est certainement pas totalement impossible à partir du moment où on répond à ces questions fondamentales en ayant des idées claires.
Mais pour que ça puisse fonctionner, il y a des conditions élémentaires qui doivent être remplies. Et ces conditions élémentaires, c'est que transformer une crise en opportunité, ça ne s'improvise pas, ça se prépare. Et ça se prépare de quelle manière? D'après moi, il y a 4 champs dans lesquels un chef d'entreprise doit en permanence préparer le terrain. Le premier, c'est une réflexion sur les produits, sur l'offre qu'il va développer. Le deuxième, c'est une réflexion sur les ressources qu'il va pouvoir mobiliser, ce qui est effectivement un sujet très important. Et enfin, il doit évidemment penser d'une part son organisation, l'organisation de son entreprise, et d'autre part les liens entre cette organisation et l'environnement. Et là, il me semble que ça nous conduit naturellement à penser l'avenir de nos métiers, d'une part en termes de filière et non plus en termes d'entreprises isolées, et d'autre part en termes de réseau, de quelle manière nous organisons notre environnement en réseau multiple, de telle manière que nous puissions, le moment venu, activer toute une série de leviers et saisir toutes les opportunités, effectivement, pour rebondir dans le nouveau champ qu'on est en train de constituer. Mais pour que tout ça fonctionne, basiquement, il faut quand même être capable de tenir un discours qui donne du sens à notre activité, qui donne du sens au fait d'appartenir à une entreprise, et qui donne du sens au travail que nous effectuons, que nous exerçons quotidiennement. Ça, c'est la base de tout. C'est la raison pour laquelle je vous disais, répondre à la question « qu'est-ce que l'entreprise et pourquoi travailler ?» c'est par là que ça commence. Et deuxièmement, après, il y a une approche plus professionnelle, plus technique, qui est propre à chaque activité, mais qui passe toujours par ces questions de définition du produit, mobilisation de ressources supplémentaires, nouvelles, de quelle manière, et enfin, quelle organisation j'adopte et comment je structure, comment je positionne mon entreprise à la fois dans une logique de filière et dans une logique de réseau. L'autre question, évidemment, liée au post-Covid, ce sont les conséquences économiques, financières et sociales de la crise sanitaire, et ça soulève la question de notre État-providence. Bon. L'État-providence, depuis longtemps, nous l'avons assimilé et intégré en tant que dispositif de redistribution. Dispositif de redistribution permettant finalement à des catégories plus modestes, avec des individus moins bien positionnés sur tel ou tel marché, voire pas positionnés du tout, pour avoir malgré tout un revenu de subsistance et pour pouvoir en quelque sorte se référer à l'appartenance à une société, à l'humanité. Très bien. Sauf que le système de redistribution, il est nécessairement basé sur une économie performante et qui permet de dégager des marges qui vont être affectées à la redistribution. Or, nous sommes aujourd'hui, par exemple en France, à un niveau de socialisation des ressources, des revenus qui est très élevé, puisqu'il est de 50% de la production annuelle de richesse. Ce qui fait que, de mon point de vue, la crise avec toutes ses conséquences, elle nous amène à redéfinir et à repenser l'État-providence d'une manière un peu différente, même drastiquement différente. L'État-providence, de mon point de vue, il doit être pensé aujourd'hui à travers les théories de l'accès. Voilà. L'État-providence, c'est ni plus ni moins que l'ensemble des dispositifs qui permettent à chaque personne, dans ses multiples dimensions, d'accéder à une multitude de marchés auxquels elle n'accéderait pas spontanément à partir des ressources qu'elle peut dégager à titre personnel. Et sur la base d'une logique qui soit purement commutative. Voilà. Dans une relation d'échange, ce que je produis me donne droit à un retour, à une rémunération. Voilà. Et cette rémunération me permet de faire quoi ? Dans beaucoup de cas, cette rémunération ne permettrait pas d'accéder à la multitude de ces marchés. Quelle est la signification profonde pour une personne d'accéder justement
à un ou plusieurs marchés. Eh bien, c'est finalement la manière d'être potentiellement contributive au bien commun. Le fait d'être exclu de la totalité des marchés existants, que ce soit des marchés d'acquisition de biens, de services, que ce soit des marchés culturels, tous les types de marchés auxquels on peut penser, celui de la santé, eh bien, ne pas accéder à ces marchés, ça signifie, bien sûr, ne pas consommer des ressources, mais ça signifie aussi, et surtout, ne pas être contributeur au profit du bien commun. Parce que l'accès au marché, c'est la seule manière, c'est même la meilleure manière de contribuer au bien commun. C'est-à-dire, finalement, d'être inclus dans la République. Donc, ça souligne d'ailleurs, entre parenthèses, le fait que nous touchons là un peu les effets négatifs du fait que notre modèle républicain est basé sur une déclaration de droits. Il pourrait être complété par une déclaration des devoirs. Et le premier devoir, c'est d'être contributif vis-à-vis précisément du bien commun, c'est-à-dire finalement de l'accumulation d'actifs matériels, immatériels, par la collectivité. Et il faut penser, encore une fois, à l'État-providence dans cette perspective-là. Alors il y a des conséquences très concrètes, très pratiques. Ça veut dire, par exemple, puisque nous parlons d'habitat, que vous pouvez avoir une dimension de l'habitat qui est purement socialisée. Ça s'appelle, pour dire les choses simplement, le logement social et le modèle HLM. Mais vous pouvez aussi avoir une définition beaucoup plus large de l'habitat d'intérêt public, qui ne se limite pas à cette catégorie-là, et qui, pour l'essentiel, va être financé par des ressources et par des mécanismes de marché. Simplement, il va falloir, pour le coup, que l'État-providence ne contribue pas spécialement à fournir des biens et des services, en l'occurrence un logement social, mais que l'État-providence mette en place un certain nombre de dispositifs qui permettront à une partie de plus en plus importante de la population d'accéder à une offre de marché dans des conditions abordables, acceptables pour elle. Et c'est par exemple le développement du logement intermédiaire, du logement abordable, de l'accession différée, etc. C'est une nécessité absolue. C'est une nécessité absolue parce que vous ne pouvez pas avoir une société segmentée entre les bénéficiaires d'un système d'État-providence de distribution et de l'autre côté le marché pur et dur. Il vous faut assurer une continuité et ça s'appelle finalement, quand on décline ça au niveau de la cité, de l'urbanisme, ça s'appelle mettre en œuvre une stratégie de peuplement qui permet d'équilibrer le peuplement d'un espace donné avec toutes les conséquences qui en découlent sur la santé et la performance, par exemple, du commerce. C'est toute notre problématique des cœurs de ville. La redynamisation des cœurs de ville anciens, ça repose fondamentalement sur ces mécanismes-là. La redynamisation des copropriétés dégradées, ça repose fondamentalement sur ces mécanismes-là. Comment je vais utiliser des ressources publiques avec parcimonie pour permettre à des populations éloignées des marchés d'accéder à ces marchés. C'est-à-dire comment finalement je vais activer des mécanismes purement économiques et financiers pour faire de l'intérêt général. Question fondamentale de sortie de crise. Les mutations de l'habitat social, c'est un peu ce que je viens de développer. Oui. Les mutations de l'habitat social, c'est fondamentalement son extension à une acception élargie qui est celle de l'habitat d'intérêt public. Quand on travaille sur, encore une fois, des copropriétés dégradées, des cœurs de ville, etc., on n'est pas dans l'habitat social. On est sur des problèmes sociaux de fait qui sortent du registre juridique de l'habitat social. Mais on ne peut les traiter qu'en ayant une approche beaucoup plus large qui porte sur l'habitat d'intérêt public, d'intérêt collectif, avec des ressources de marché qui permettent de financer un certain nombre d'opérations, et avec le ressort que constitue l'adjonction de ressources publiques, mais qui viennent en complément, quelque part, pour améliorer, au fond, l'attractivité purement économique et financière de telle ou telle opération, mais sans se substituer
à l'essentiel des ressources qui sont fondamentalement des ressources de marché. Vous voyez ce qui me paraît tout à fait essentiel dans cette affaire-là. Alors, le dernier point, si vous voulez, c'est que on voit bien que la société se transforme, les entreprises vont se transformer, probablement assez fondamentalement, les pratiques collectives vont évoluer. Il faut imaginer la manière dont on peut préparer ces transformations. Et encore une fois, je crois que la meilleure réponse quand on dirige une entreprise qu'on peut apporter à cette question, c'est de penser filière et de penser réseau. On le sait bien, même pour des grandes entreprises, l'époque où on pouvait penser une entreprise isolée, dans le champ économique, dans le champ social, cette époque est derrière nous. En réalité, c'est bien parce que nous penserons filière et réseau que nous pourrons tirer des opportunités. Alors, je vais prendre l'exemple concret de notre propre activité, CDC Habitat. Qu'est-ce que CDC Habitat? CDC Habitat, c'est une filiale détenue par une entité qui est, par nature, un acteur au service de la nation, qui est la Caisse des dépôts. C'est un acteur qui, par son essence, est de nature financière. Donc, qui en réalité gère l'épargne nationale et qui a un rôle très important, puisque c'est un rôle de confiance. Lorsqu'on dépose son argent sur le livret A, on a confiance dans le fait de retrouver son argent sans perte de valeur lorsqu'on en aura besoin. Mais la Caisse des dépôts, pour intervenir dans les multiples champs sociaux, opère à travers des filiales. Et pour ce qui concerne l'habitat, qui est quand même un sujet extrêmement important, cette filiale, c'est CDC Habitat, qui détient de l'ordre un peu plus de 500 000 logements, en forte croissance, qui d'ailleurs atteindra d'ici quelques années un chiffre plus important de 600 000 logements, et qui surtout est en train de structurer elle-même un réseau de partenaires qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas détenus, mais qui représentent 300 000 logements de plus. Donc, en gros, on peut dire que c'est un ensemble qui potentiellement, dans quelques temps, représentera 1 million de logements. Bon. Aujourd'hui, c'est 10 000 salariés dans le cœur de ce groupe, c'est plusieurs dizaines de milliards d'actifs, c'est un résultat annuel qui est de l'ordre de 400 millions d'euros avant impôt. Alors, point important, quelle est son utilité? Son utilité, ce sont dans des circonstances comme celles que nous vivons aujourd'hui, d'être capable de soutenir l'activité dans le secteur critique qui dépend de nous, qui est le bâtiment, l'activité du bâtiment. Des centaines de milliers d'emplois et, dans pas mal de cas, des emplois dans des PME, chez des artisans qui sont des emplois moyennement qualifiés. Qualifiés, mais moyennement qualifiés. Et donc, de quelle manière soutenir l'activité? Bien, dans la période que nous connaissons, en passant des commandes, tout simplement. Nous passons ces commandes à travers un réseau de promoteurs. Nous avons proposé d'acheter 40 000 logements. On nous en a proposé presque instantanément 100 000. Il a fallu trier, il a fallu organiser localement la manière dont cette surproduction pouvait être engagée, et puis il a fallu la financer. Et nous l'avons financée pour moitié à partir des ressources de la Caisse des dépôts et de nos ressources propres, et pour une grosse moitié à partir de ressources de marché, figurez-vous. C'est-à-dire que ça illustre parfaitement mon propos sur une évolution sensible de l'État-providence. Ça veut dire aussi au passage que dans ce champ d'activité essentiel qu'est l'habitat, nous sommes dans une phase de socialisation accrue de la production. Puisque on peut dire que sur la longue période, la commande privée, c'est-à-dire vous et moi en tant qu'acquéreurs, personnes physiques d'un logement, soit pour notre usage personnel, l'accession à la propriété, soit à titre d'investissement, par exemple en défiscalisation, ça représentait 75% du marché. Et nous autres, les institutionnels, 25%. Aujourd'hui, la proportion est inversée, c'est-à-dire que nous représentons 75% du marché et les personnes physiques sont plutôt en train de diminuer vers 25%. Donc il y a un changement de nature, si vous voulez, du marché, de ce point de vue. Mais ça veut dire aussi que ce rôle-là, encore une fois, il ne s'improvise pas.
C'est-à-dire que vous n'attendez pas l'éclatement d'une crise pour vous positionner en disant « je suis le chevalier blanc qui va sauver tout un secteur ». Il faut que vous ayez passé des années, d'une part, à réfléchir sur les produits que vous allez offrir, en inventant le logement intermédiaire, en inventant le logement abordable, en inventant l'accession différée. Il faut que vous ayez mis en place une organisation adaptée pour jouer ce rôle-là. Et enfin, je reviens à mes propos initiaux, il faut que vous cultiviez très tôt, en amont, une logique de filière, une logique de réseau. La filière, c'est par exemple que vous devez non seulement vous préoccuper de vos propres métiers. Je vous disais qu'un bailleur aujourd'hui, lorsqu'il remplit réellement son rôle, est devenu un opérateur de peuplement. Mais il faut que vous alliez au-delà et que, par exemple, vous cultiviez en amont les relations étroites avec le métier d'aménageur. L'aménageur, c'est celui qui transforme du terrain, du foncier, en foncier constructible, en réalisant des réseaux, en réalisant des voiries, etc., de telle sorte qu'ensuite on puisse poser un programme immobilier sur ce foncier devenu constructible. Et d'ailleurs, le coût du foncier, le coût des aménagements, c'est ce qu'on appelle la charge foncière. Bon. Il faut également que vous cultiviez des réseaux avec des financeurs, avec des investisseurs qui vont, eux, dans une logique ou publique ou privée d'ailleurs, parce que vous avez par exemple les grands fonds souverains qui participent de ces stratégies d'investissement, de leurs propres actifs, de l'épargne qu'ils drainent, eh bien, il faut que vous les connaissiez, il faut qu'ils vous connaissent, il faut qu'ils aient pris des sécurités, vous êtes notés, eux-mêmes procèdent à leur évaluation permanente de la manière dont vous fonctionnez, et si tout se passe bien, ils vous apporteront des ressources quand vous en aurez besoin. Mais ça, il faut le préparer des années en avance. Donc, cette logique, si vous voulez, de filière qui fait qu'on remonte vers l'amont de la production avec les aménageurs, et cette logique de réseau qui fait qu'on est en étroite relation avec tout le tissu des promoteurs, avec tout le tissu des investisseurs, ça constitue les éléments fondamentaux qui permettent ensuite de jouer ce rôle au titre duquel on va mettre à profit une crise pour se développer et pour évoluer, y compris dans ses propres modes de fonctionnement.